Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Et bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de la culture des champignons en milieu urbain avec Maxime Boniface et Hamid Seilani. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez créé l'entreprise Champiloup qui s'inscrit dans l'économie circulaire de l'agglomération grenobloise. On verra ça tout à l'heure avec vous. Vous n'êtes pas venus d'ailleurs les mains vides sur ce plateau. On va peut-être pouvoir manger des champignons à la fin de l'émission. On va parler également de ballons sondes. Il y en a un sur ce plateau. Il y en a beaucoup qui se baladent d'ailleurs au-dessus de nos têtes au gré du vent dans le ciel et qui finissent par retomber un peu n'importe où. Yohann Hadji, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune étudiant qui s'est mis en tête il y a quelques années de trouver un système pour justement récupérer ces ballons sondes et limiter leur impact sur l'environnement. Vous nous expliquerez ça en fin d'émission. Et puis on va parler également de spectacles vivants avec le TMG, le Théâtre municipal de Grenoble. Delphine Gouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de cet équipement qui fait sa rentrée pour la saison 2021-2022. C'est une salle bien connue du public grenoblois. C'est situé sur les quais de l'Isère entre la gare du téléphérique de la Bastille et la passerelle Saint-Laurent, avec notamment cette façade en trompe-l'œil, qu'en trompe beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas autant de fenêtres que ça au théâtre municipal. Non, c'est le problème d'un théâtre, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre, puisque ça reste une boîte noire dans laquelle on crée de la lumière, donc ce sont des fausses fenêtres, effectivement. Il n'y a même pas une de vraie cachée là dans la façade. Non, même pas. Alors ça fait plus de 250 ans que ce théâtre existe à Grenoble. J'ai vu qu'il avait été inauguré en 1768 et que la première troupe à s'y installer était dirigée par l'arrière-petit-fils de Molière. Ça donne un bel héritage. Il faut être digne de cette lignée-là, oui. Et il paraît même que Molière aurait joué une fois au théâtre. Bon, j'imagine que le bâtiment a évolué depuis le XVIIIe siècle. Il a énormément évolué, il y a eu beaucoup de travaux, le bâtiment a été un peu agrandi rue Guy Pape, et puis la salle a été refaite plusieurs fois, oui. Puisque les normes de sécurité il y a 250 ans n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles d'aujourd'hui. Combien de places assises au théâtre de Grenoble ? Alors, actuellement, on a 600 places. 400 places à l'orchestre et 200 places au balcon. Avec une ambiance, on voit là sur ces images, même s'il n'y a pas de public, assez cosy. Oui, c'est une salle qui a, dans notre jargon, on dit un bon rapport scène-salle, c'est-à-dire que même si on est au dernier rang, on n'est pas si loin que ça du plateau. Et les spectateurs nous disent souvent que c'est agréable pour ça, effectivement, oui. Alors le théâtre municipal de Grenoble, ce n'est pas qu'une salle, c'est aussi des coulisses et notamment des ateliers. Par exemple, on confectionne certains costumes de certaines pièces. Oui, on a la chance à Grenoble d'avoir avec le TMG, d'avoir un atelier costume. Effectivement, on a 2 costumières qui sont là à temps plein pour accompagner les équipes dans leur processus de travail sur l'élaboration des costumes. Donc à la fois conseil dans la création et réalisation très concrète des costumes, effectivement, oui. C'est pour quel type de pièces ? Parce que j'imagine qu'il y a des troupes qui sont autonomes là-dessus. Alors, malheureusement, il y a de moins en moins d'argent dans la culture, donc toutes les compagnies n'ont pas les moyens de confectionner des costumes. Mais justement, c'est là où le théâtre intervient, c'est-à-dire qu'on met à disposition l'équipe pour les accompagner, alors que financièrement, ils n'auraient pas forcément les moyens de faire appel à des costumières professionnelles. Donc, c'est essentiellement on a tout en théâtre, en danse, en cirque. C'est très variable, en fait. On accueille tout type de projet. Bon, on aime bien jouer aussi avec les clous et les marteaux dans les coulisses du théâtre. Oui, parce que dans les spectacles, il n'y a pas que des costumes, il y a aussi des décors. Même si c'est pareil, il y en a de moins en moins souvent pour des questions de budget, mais on a aussi un atelier décor, effectivement, avec 2 menuisiers et un métallier serrurier, et pareil, qui accompagne les équipes artistiques dans leurs projets et dans la réalisation concrète de ce qu'ils souhaitent mettre sur le plateau. Ouais. Dans ce qu'on appelle la scénographie.
On se croirait dans une scierie là quand on voit ces images, mais non, on est bien à l'arrière de. Et oui, c'est tout ce qu'on voit pas d'habitude quand on va voir des spectacles, c'est-à-dire tout le travail que ça demande derrière, et notamment là c'était une confection de gradins pour un spectacle qui se fait en extérieur, puisque ces derniers temps il y a beaucoup de spectacles qui se sont faits plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc là, on voit le chef d'atelier qui est en train d'installer les chaises, effectivement. Ouais. Ça représente combien de personnes dans l'équipe totale du théâtre ? Il y a 22 personnes dans l'équipe. Donc, il y en a 3 aux ateliers décors, 2 aux ateliers costumes. On a une équipe technique assez conséquente puisqu'on a 3 lieux. On va sûrement parler des autres lieux après. Et puis, une équipe administrative, communication, relations avec le public, administration, billetterie. Donc, on est 22 en tout. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le théâtre, le grand théâtre qui est situé à côté de la place Saint-André. Vous gérez également 2 autres salles de la ville, notamment le théâtre 145 sur le cours Berrien. Oui, c'est ça. En fait, le TMG regroupe 3 salles. Donc, le théâtre en centre-ville dont on a parlé, qu'on appelle depuis l'année dernière le grand théâtre, justement pour faire la distinction, parce que pendant longtemps, on disait le théâtre municipal et les gens pensaient uniquement au théâtre en centre-ville. Donc, on lui a donné un nom propre, le grand théâtre. Et le TMG recouvre également le théâtre 145 qui est situé au 145 cours Berrien et le théâtre de Poche qui est situé un peu plus loin au 182 cours Berrien. Et les 2 ateliers dont on vient de parler, oui. Comment vous articulez les programmations ? La saison dont on va parler, 2021-2022, c'est sur l'ensemble des 3 salles ? Oui, la brochure est sur le site internet. On reprend l'ensemble de la programmation qui est répartie sur les 3 salles. Et le choix de la salle se fait avec 2 critères. La question technique, en fait, on a 3 équipements qui proposent des conditions techniques différentes, que ce soit l'ouverture du plateau, tout le système d'accroche qu'il y a au-dessus de la scène. Et chaque spectacle a ses particularités, donc on choisit la salle en fonction des nécessités techniques et aussi par rapport au choix des artistes dans leur rapport au public, parce que les jauges ne sont pas les mêmes et on peut avoir un spectacle par exemple avec un seul interprète qui va vouloir jouer dans une salle plutôt grande, donc au grand théâtre, ou qui va dire moi je préfère une salle un peu plus intime, donc le théâtre de poche. Donc on prend en compte ces 2 critères-là et on essaye de trouver la salle qui correspond le mieux et aux nécessités techniques et au choix des artistes. Alors il y a une quarantaine de spectacles sur cette nouvelle saison, c'est pas mal, c'est costaud comme... C'est une bonne programmation, oui. 40 spectacles et quasiment 80 représentations, donc ça fait un bon volume, effectivement. Bon. Ouais. J'imagine que c'est lié aussi au fait que les 2 précédentes saisons ont été un peu, avortées. Chahutées. Oui, sur les 40 spectacles, on a 12 reports, 6 de la saison 19-20 et 6 de la saison 20-21, donc la dernière saison. Et le reste, ce sont des créations. Alors, dans les reports, il y a aussi des créations, mais comme on a un axe fort sur le soutien à la création dans la programmation, il y a des reports, des créations, et puis des spectacles qui existaient déjà et qu'on accueille en diffusion, comme on dit dans le jargon du spectacle. Quel type de spectacle vous allez les proposer sur cette saison ? Alors, on a une programmation pluridisciplinaire avec une orientation assez forte sur le théâtre et la danse. On a aussi quelques propositions en cirque et en théâtre musical, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ça fait 3 saisons où on propose une programmation qui est un peu plus destinée à la famille au sens large. Et avec un axe plutôt contemporain, on a 2 pièces qui sont des classiques revisités, mais sinon, on est vraiment dans une programmation qui donne la parole aux artistes d'aujourd'hui et qui parle du coup du monde d'aujourd'hui. Et on a notamment des thématiques qui traversent un peu la saison, une thématique sur les violences faites aux femmes qu'on a appelée battante, parce que c'est malheureusement un sujet très d'actualité. D'autres spectacles qui vont aborder la question des migrations, qui est aussi un sujet d'actualité. Un thème un peu plus joyeux, puisque vu la période qu'on traverse, c'est bien aussi de changer les idées. Et une thématique qu'on a appelée flexion-extension sur le sport, puisqu'il y a un certain nombre d'artistes qui s'intéressent aussi au sport, et on est dans une ville plutôt sportive. Et on aura 2 propositions sur la question plus écologie et réchauffement climatique en lien avec le fait que Grenoble va être capitale verte en 2022. On a vu effectivement quelques images de certains des spectacles. Oui. Je comprends mieux maintenant le nageur avec son bonnet. Voilà, c'est sur le thème flexion-extension. Voilà, exactement. Il fut un temps, le théâtre de Grenoble était intégré dans les tournées des grandes pièces parisiennes, plutôt sur le ton de l'humour, les pièces de boulevard, comme on dit, avec son lot en plus d'acteurs connus. Oui. C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Alors, ça fait 6-7 ans maintenant que le projet du théâtre a été orienté un petit peu différemment. On a 4 axes principaux qui sont le soutien à la création. Il y a eu le choix vraiment de soutenir la création aujourd'hui, parce que pour pouvoir montrer un spectacle, il y a tout un temps de préparation qu'on ne voit pas. On l'a vu avec les images des ateliers. Et les artistes sont en recherche de lieux qui les accompagnent. Donc, ils vont rester chez vous pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Semaines pour répéter leur spectacle, effectivement. Et les premières se passent chez nous. Donc, quand je disais qu'on avait 12 créations cette saison, ça veut dire qu'il y a 12 spectacles qui vont vraiment naître, dont les premières représentations vont avoir lieu chez nous. La première confrontation au public se fera dans les salles du TMG. Et dans ce soutien à la création, il y a aussi une attention particulière sur les compagnies locales, donc les compagnies grenobloises et de l'agglo. Alors, pas exclusivement, mais on a vraiment cette attention particulière parce qu'on a la chance d'être sur un territoire où il y a énormément d'équipes artistiques. Et du coup, on travaille avec elles pour valoriser leur spectacle. Un axe diffusion, donc ces spectacles qui sont créés et d'autres sur un axe assez contemporain, comme je vous le disais. Le tout avec des partenariats. On travaille énormément avec des partenaires de l'agglomération, autres structures culturelles, festivals, temps forts, etc. Et puis tout un volet qui est un peu moins visible, qu'on appelle action culturelle, c'est-à-dire toutes les actions qu'on peut mettre en place pour donner envie aux gens de venir voir les spectacles et rencontrer les artistes. Donc des ateliers, des rencontres, des visites, etc. etc. Donc c'est un choix qui a été fait d'être au plus près des habitants du territoire et des artistes qui y sont implantés, effectivement. C'est un peu plus dur, j'imagine, de remplir les 600 places quand on n'a pas Pierre Arditi ou Fabrice Lucchini en tête d'affiche. Alors c'est sûr que ça demande un peu plus de travail parce on accueille quand même des gens qui sont un petit peu des têtes d'affiche quand même dans leur domaine, mais qui n'ont pas forcément une couverture médiatique au niveau national. Mais c'est pas qu'on a une équipe de chargés de communication et de relations avec le public dont le travail justement c'est d'aller au plus près des gens et de favoriser cette rencontre entre les artistes et le public, puisque la partie visible de notre travail ce sont les spectacles, mais il y a tout ce travail de maillage du territoire qui passe aussi par des rencontres, des ateliers, etc. Et on sait qu'aujourd'hui les pratiques des gens en matière culturelle ont beaucoup changé. Et il y a des gens qui vont faire énormément d'ateliers de théâtre et de danse, mais qui vont pas forcément voir de spectacle. Mais c'est pas grave, et ça fait aussi partie de nos missions que de proposer ça. L'essentiel c'est qu'il y ait des rencontres à un moment donné entre des artistes et du public. Vous parliez des familles, des jeunes à faire venir au théâtre. On va faire un mini sondage, ils sont que 3, mais je pense qu'on peut les classer dans la catégorie des jeunes. Johan, déjà allé au théâtre municipal de Grenoble? Oui, mais je dois avouer que c'était principalement avec le lycée, l'école et le collège que je pourrais y aller plus personnellement. Maxime et Hamid? Pas encore. Bon. Malheureusement. Vous faites des actions spécifiques justement pour le jeune public, enfin jeunes, les lycéens, les étudiants? Alors on travaille énormément avec les établissements scolaires via les enseignants et au niveau étudiant, on a fait une permanence la semaine dernière sur le campus puisque c'est la rentrée des étudiants, donc on a fait une permanence pour parler de la saison. On en refait une dans les jours qui viennent et l'idée après c'est de monter des projets soit directement avec les enseignants puisqu'il peut y avoir des échos entre la programmation et certains cours, soit avec des bureaux des élèves ou des bureaux des arts. Et ça passe beaucoup justement par des rencontres avec les artistes, des visites, parce que souvent, visiter un théâtre, il y a un côté un petit peu magique et aller en coulisses. C'est aussi une façon de démystifier et de faciliter la venue au théâtre, parce qu'il y a souvent les gens ont peur, on ne sait pas trop pourquoi, et le fait d'aller voir les coulisses, ça peut un petit peu rassurer. Et puis après, on est ouvert à tout type de projet. Souvent, la culture, on a l'impression que c'est la cerise sur le gâteau quand tout le reste va bien, mais ça peut vraiment être un axe sur lequel on peut travailler en lien avec la science, avec la culture, l'agriculture, etc., etc. Il y a plein de connexions possibles et ce qui nous intéresse, c'est de monter des projets où la culture, c'est pas en plus, mais ça fait partie du projet en fait. Alors, Delphine, pour clore cette présentation de saison, on ne va pas énumérer la quarantaine de spectacles. Je vous ai demandé 3 coups de cœur, c'est pas facile, mais voilà. Oui, alors c'était pas facile effectivement. Alors j'ai quand même essayé. Le premier, ce serait les Envolées qui ouvrent notre saison à la fin du mois de septembre. Les Envolées, c'est un dispositif qui réunit une dizaine de structures culturelles de l'agglomération grenobloise et de l'agglomération lyonnaise et qui a pour objectif de soutenir les tout premiers projets de jeunes, très jeunes
équipes artistiques. Donc vraiment un accompagnement, justement, on a construit les décors par exemple de ces propositions. Ils sont accompagnés avec des metteurs en scène sur la dramaturgie, etc., etc. Et on leur assure un certain nombre de dates de tournée. Donc c'est des spectacles qui ont été créés en avril l'année dernière chez les partenaires. Et donc nous, on fait une semaine entière où on pourra avoir les 3 propositions qui ont été sélectionnées il y a 2 ans. Et ça, on est vraiment dans l'axe fort du théâtre, c'est-à-dire le soutien à la jeune création. Donc ça ouvre la saison. Ensuite, les créations de nos artistes associés. On a 3 équipes associées au théâtre. Pascal Henry, compagnie Les Voisins du Dessous. Nicolas Hubert, compagnie Épiderme. Et François Vérune, compagnie 47-49. C'est la dernière année d'association. Ils vont chacun faire une création cette saison entre décembre et janvier. Donc, comme c'est des artistes avec lesquels on travaille depuis longtemps, forcément, on a hâte de ces moments-là. Et en plus, ils vont venir travailler tout au long de l'automne. Donc, ça va être des moments forts pour l'équipe et pour le public, bien sûr, au moment des créations. Et puis, dernier coup de cœur, un spectacle qui s'appelle Dimanche, qu'on va accueillir au mois de mars, de 2 compagnies belges qui font une proposition très forte sur la question du réchauffement climatique et à quel point la maison brûle, mais on regarde ailleurs, pour paraphraser un célèbre président de la République. Et c'est un spectacle assez incroyable de marionnettes et de théâtre d'objets où il n'y a aucune parole, mais pour moi qui vaut tous les discours sur le fait que le réchauffement climatique fait beaucoup de dégâts aujourd'hui dans nos vies. Donc c'est un spectacle pour le coup très grand public, à la fois très drôle et en même temps très fort dans ce que ça raconte. Donc voilà, je le conseille vivement. Entre autres, parmi tous les autres. Ce sera le 7 et 8 mars. Je ne sais pas si c'est des dimanches, pas sûr. Mais... Et non, c'est pas des dimanches. C'est lundi et mardi, mais le spectacle s'appelle Dimanche. Vous pouvez retrouver de toute façon la programmation complète sur le site internet du TMG ou sur ces brochures qu'on peut se procurer en différents lieux à Grenoble, notamment à la Maison du Terrorisme. Il n'y a pas de spectacle en lien avec les champignons? Non. Il faudra que je réfléchisse. C'est une idée à creuser. On doit pouvoir trouver. C'est une idée à creuser. On va en parler en tout cas maintenant des champignons. C'est nouveau, ça vient presque de sortir. Champiloup, c'est une jeune société grenobloise créée par Maxime Boniface et Hamid Seilani. Champiloup, comme son nom l'indique, a vocation à développer la culture du champignon, mais en milieu urbain, ce qui est un peu particulier. Comment vous est venue cette idée? Lequel des deux s'est dit, tiens, je vais me lancer dans la culture urbaine de champignons? En fait, moi, je suis diplômé en génie agronomie. Et avant que je suis venu en France, j'avais déjà des expériences sur la production de champignons Paris en Iran. Et du coup, je suis venu en France pour continuer mes études. Et j'avais toujours la même idée de lancer un projet de champignonnière urbaine. Et pour ça, j'ai commencé à me débrouiller comment je pourrais enregistrer une entreprise en France pour lancer ce projet et pour laquelle j'ai intégré à Pépitosé de Grenoble, qui est comme un incubateur pour chiffrer, pour accélérer sur mon projet. Et finalement, j'ai trouvé une association qui était basée à Évin, Association Germe, qui avait la même production de pleurotes et shiitake. J'ai intégré à cette association en tant que bénévole et plus tard, en 2019, j'ai repris l'activité de cette association pour que je puisse accélérer sur mes objectifs. Et en 2020, j'ai rencontré Maxime. Moi, en parallèle, en fait, je finissais mes études à Grenoble École de Management avec un master spécialisé en entrepreneuriat. Donc, je m'intéressais beaucoup à la transition écologique, à l'économie circulaire locale. Donc, j'ai trouvé le champignon une clé en fait, pour la transition écologique. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur cette agriculture urbaine. J'ai fait la rencontre d'Hamid et on s'est associés. Alors, dans la nature, les champignons, ils poussent naturellement, forcément, mais toujours un peu mystérieusement. On ne sait pas trop où ça va arriver. En milieu urbain, en culture comme ça contrôlée, comment ça se passe? Il y a des graines de champignons. Là, vous êtes venu avec un gros sac, donc j'imagine qu'il a une utilité. Oui, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est préparer nos propres substrats. Parce qu'aujourd'hui, on achète le substrat chez un fournisseur qui vient en département de l'Allier et on va essayer de préparer nos propres substrats. Du coup, le champignon, il va décomposer les matières premières qu'on va mettre à l'intérieur dans un sac de substrat pour se reproduire. Aujourd'hui, on utilise les différents ingrédients. Pour nous, on va récupérer la paille, la drèche de bière et les sciures de bois.
C'est ce qu'on voit là. Vous faites votre mélange maison sur ces images. Pour préparer nos propres substrats, il y a les différents procès. D'abord, il faut tout désinfecter, pasteuriser. On les passe tous les ingrédients dans un pasteurisateur pour éliminer tous les micro-organismes qui existent déjà dans le substrat. À la fin de pasteurisation, on va le mélanger avec la racine de champignon qui s'appelle mycélium. Du coup, le mycélium, c'était déjà incubé sur les grains de céréales. C'est ce qu'on voit, c'est cette petite matière blanche là que vous êtes en train de dégrainer dans le substrat. Après, on va mélanger la racine avec tous les ingrédients. On les met dans un sac. Au début, c'était pas si blanc comme ça. On les ramène dans un incubateur pour 3 à 4 semaines. Au bout de 4 semaines, il sera tout blanc, comme vous pouvez voir. Et la partie blanche, c'est du mycélium. Une fois qu'il arrive à cet état-là, on va ouvrir quelques trous sur la sac pour avoir un petit échange d'oxygène. Et par cet échange d'oxygène, le mycélium, il va se sentir que l'automne est l'arrivée. Et il va commencer à donner des primordiales à des petits champignons. Ah, là, il y en a qui percent le sac là, sur l'échantillon que vous nous avez amené. Ce substrat, Maxime, vous le mettez où ensuite pour que ça fasse des vrais champignons? Ensuite, on le met dans ce qu'on appelle des salles de fructification. C'est un petit peu, on va simuler le cycle de la nature. Donc, comme Hamid a dit, il y a les salles d'incubation qui vont être un petit peu comme sous le sol en forêt. Donc, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et il fait sombre, il fait assez chaud aussi. En salle de fructification, c'est un petit peu s'il sortait le bout de sa tête. Du coup, il y a un petit peu plus de vent, un petit peu plus d'humidité. Donc, par exemple, quand il pleut, on sait que 2-3 jours après, il faut aller aux champignons. Donc là, voilà, dans la salle de fructification, il fait un petit peu plus frais, il y a plus de vent, plus d'humidité, et ça pousse tout seul. Et vous appelez ça une champignonnaire C'est ça. C'est celle que vous avez pour l'instant en activité qu'on voit là. Je crois que c'est sur la commune des Bains. C'est à Hébin. À 2 pas de la mairie, du château de la Commanderie et de l'église. Donc là, vous recréez, entre guillemets, l'humidité et les conditions favorables à ce que ça pousse vite. Il faut combien de temps pour passer du substrat aux champignons qu'on voit là en train d'être amassés? En fait, des petits champignons comme ça, il prend 1 semaine à 10 jours pour qu'ils soient grandir, qu'ils soient prêts à récolter. Et ça se récolte, on voit là, à la main. Il faut être assez minutieux, Maxime, pour aller chercher les bons champignons. C'est pareil, on regarde ceux qui sont mûrs comme pour les fruits? Oui, exactement. En fait, on regarde ceux qui sont bien ouverts et dont le chapeau va bientôt avoir une forme, je ne sais plus si c'est connexe ou concave. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ces cours. Mais voilà, on a l'œil de voir quand ils sont mûrs. Pour les pleurotes, on va les retourner en fait et tirer la grappe, ça part tout seul. Justement, vous faites pousser quel type d'espèce de champignons? Aujourd'hui, on fait pousser de pleurotes et de shiitake. Shiitake, c'est un champignon à l'origine asiatique qui a été poussé en Chine, en Corée du Sud, au Japon. Et aujourd'hui, on fait pousser aussi n'importe où avec juste le mycélium de champignons. Alors, ils sont jolis, hein, vos champignons, on les voit là, un peu durs à arracher, mais ça veut dire qu'ils sont de qualité. Ensuite, quel est le réseau de distribution que vous avez mis en place? Parce que j'imagine que ça produit à raison d'une fois par semaine pour les pousses. Aujourd'hui, on est à peu près à une production de 400 kg de champignons frais par mois. Donc on vend tout ça en circuit court. Circuit court, en gros, c'est pas plus d'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Avant la Covid, c'était surtout des restaurateurs à 60%, on va dire. Après, il y a eu les fermetures qu'on connaît. Donc, on est pas mal passé aussi par les AMAP, les associations de maintien d'une agriculture paysanne. On a ouvert un créneau de vente direct. Donc, tous les vendredis de 16h à 18h30, on accueille tout un chacun, venir acheter ses champignons directement chez nous. On fait visiter le lieu de production, on échange à propos de recettes. On va aussi à des coopératives, des épiceries. Et des restaurants, on vous voit là en train de livrer directement avec votre vélo cargo à un restaurateur. C'est un produit qui a été accepté facilement sur Grenoble. Les contacts, comment ça s'est passé? Le pleurote, c'est assez connu, parce que on peut en trouver dans les forêts françaises. C'est une souche d'ici, on va dire. Le shiitake, c'est un petit peu moins connu. Mais ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, avec les consommateurs de la vente directe ou les personnes des AMAP, donc les particuliers, une fois qu'ils goûtent le shiitake ou une fois qu'on fait des dégustations, ils vont beaucoup apprécier ce goût. Après, c'est aussi notre métier, on propose des recettes, on donne des conseils culinaires. Et finalement, les deux champignons sont assez appréciés. Je crois que vous avez un projet pour vous étendre à Saint-Martin-d'Hers dans un ancien parking désaffecté. Ça devrait démarrer, je crois, en 2022, c'est ça? Ouais.
En fait, on est lauréat national, un appel au projet pour des quartiers fertiles qui nous avait permis d'aménager un parking souterrain de 1000 m² en champignonnière où on pourrait installer toute la chaîne de production de nos propres substrats à côté de la chaîne de production de champignons. Ça sera pour 2022, en tout cas le début des travaux. Je crois que c'est un projet important, 500 000 euros d'investissement, avec pas mal de soutien des collectivités. Ce sera quoi la production à terme La production, on pense pouvoir atteindre 1,5 à 2 tonnes de champignons frais par mois. Voilà, Made in Grenoble. C'est ça. Made in Saint-Martin-d'Air en l'occurrence. Ça vous arrive encore d'aller aux champignons tous les deux dans les caves. Vous savez que ça pousse aussi dans la nature. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, faire 1,5 tonnes dans la nature, c'est plus compliqué, même si on connaît bien les coins en champignons. Delphine, vous seriez adepte d'aller comme ça en vente directe, acheter des champignons cultivés en milieu urbain ? Je trouve que c'est une super idée et je pense que vu le contexte dans lequel on est, et je pense que la crise nous a rappelé que les circuits courts, ça pouvait être quand même assez pratique. Donc je pense que c'est une très très bonne initiative et j'ai bien noté le créneau pour aller... Voilà, le vendredi soir à Hébin, c'est ça. Bon, on retrouve de toute façon les infos sur Champiloup avec 2 O sur Internet. Allez, on va rester dans le domaine des bonnes idées avec Johan. Alors on l'a appelé les pépites, cette rubrique. Je vais citer Pierre Corneille pour faire plaisir à Delphine. La valeur n'attend point le nombre des années. Et Johan Hadji va nous le prouver. Jeune étudiant, vous étiez encore lycéen il y a quelques mois, Johan. Oui, c'est ça. Je viens d'avoir mon bac en fin d'année dernière. Donc je vais pouvoir commencer mes études supérieures à l'université. 17 ans et passionné par tout ce qui se passe notamment au-dessus de notre tête. Dans le ciel, vous avez planché pendant vos années de lycée sur un système qui permettrait de récupérer les ballons sondes envoyés dans l'atmosphère et qui finissent toujours par retomber un peu n'importe où au gré du vent. Un projet qui intéresse d'ailleurs les scientifiques. Elle est venue comment cette idée ? Alors en fait, dans mon lycée, on a eu un peu par hasard la chance de participer à un projet en rapport avec le spatial. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Grenoble a envoyé son premier nanosatellite il y a bientôt 1 an, je crois, précisément. Amicalsat. J'ai même quelques images. Je pensais les mettre après, mais on peut les mettre maintenant, des images du lancement de ce satellite grenoblois. Et les scientifiques qui ont travaillé sur ce projet ont eu la bonne idée de faire participer des jeunes. Alors faire participer, pas directement sur le satellite, mais un peu à côté en construisant des maquettes, en s'inspirant un peu d'Amicalsat. Et à la fin de ce projet... on était tellement motivés qu'on a absolument voulu, avec 2-3 amis, continuer à avancer d'une manière ou d'une autre avec des objets volants. Et puis en fait, en se renseignant un peu sur Internet, le projet qui est beaucoup fait par des lycéens, par des écoles, mais qui est aussi fait par des scientifiques et par des météorologues, c'est prendre une petite expérience, un thermomètre, un capteur de pression, et l'envoyer dans la haute atmosphère, presque comme un satellite qui est dans l'espace, mais on va un peu moins haut, avec un ballon gonflé à l'hélium. Et cette expérience va nous permettre d'apprendre plein de choses. Donc c'est ce projet qui a été fait par beaucoup de lycéens. Mais aussi, quand on s'est enseigné, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci. C'est que quand on lance un ballon, il y a de fortes chances qu'on ne le récupère pas. Parce qu'après plusieurs heures de vol, le ballon va exploser en haute altitude. Et ça va redescendre sous un parachute qui n'est pas contrôlable au gré des vents. Et donc c'est là que l'idée est née. Il faut trouver un moyen. Pour ramener le ballon à la maison. Pour ramener l'expérience à la maison en la guidant et atterrir dans un point qui est sécurisé et qui est facile à retrouver. Alors là, vous avez un petit exemple de ballon sonde comme peuvent utiliser les météorologues pour aller affiner leurs prévisions. Et vous nous avez amené votre système qui est là sur le plan à côté des champignons. Pas mal d'électronique à l'intérieur. Oui, c'est ça. Alors en fait, ce système, il a un peu plein de missions différentes. Si on résume la mission, en gros, c'est un robot parapentiste ou un robot parachutiste. C'est-à-dire qu'il doit piloter une voile de parapente ou de parachute. Mais ça, c'est ce que je pensais au début. Je me disais, bon, ça va être simple. Mais en réalité, il y a aussi plein d'autres choses à faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une certaine quantité de capteurs. On a besoin d'avoir un ordinateur de bord qui va faire tous les calculs pour se piloter. Et donc, on en arrive à ce système qui tient dans un tube qui est relativement petit, je pense, mais il va encore beaucoup évoluer. Donc là, c'est un prototype qui fonctionne depuis quelques jours, qui fonctionne vraiment, complètement de manière autonome.
mais ça va encore beaucoup évoluer. Vous avez d'ailleurs filmé une de vos démonstrations sur le massif, le plateau du Vercors. Donc ça, c'est le drone qui lance le ballon sonde, si j'ai bien compris. Alors voilà, donc l'idée c'est que pour faire le test, il faut le lâcher quelque part, donc on utilise un drone. Et ensuite, on va avoir une première descente sous un petit parachute jusqu'au moment où on ouvre notre voile de parapente. C'est fait de manière automatique à la bonne altitude. Il y a tout un système de déploiement avec un sac dans lequel la voile est pliée. Et ensuite, une fois que cette voile est ouverte, il faut la piloter vers la maison. Donc c'est là que le pilote automatique prend le relais. Et donc on arrive jusqu'au point au-dessus de la position enregistrée et on vient atterrir juste devant nous en douceur. Assez précis, effectivement. Il arrive pratiquement au pied. Ça vous a demandé plusieurs années de développement? Alors, si on part du moment où l'idée est venue jusqu'au moment où ça a fonctionné, donc cette vidéo, c'était il y a une semaine à peu près, c'est 2 ans presque. Mais en fait, il y a eu 1 an de réflexion, comment je vais faire en sorte que ça fonctionne, et 1 an de tests. Et ce que j'ai surtout appris, c'est que pour réussir, à un moment, il faut rater. Et c'est presque 1 an où j'ai raté à chaque fois avant que finalement tout finisse par fonctionner. C'est une bonne doctrine. Pour réussir, il faut d'abord rater. Ce prototype fonctionne. Il y a des débouchés potentiels? Oui, en fait, il y a pas mal de scientifiques qui envoient des expériences qui sont assez coûteuses ou alors qu'il faut absolument récupérer, qui sont intéressés, donc qui commencent à regarder un peu le projet. Après, avant ça, il faut prouver que le système fonctionne bien, il est bien fiable. C'est pour ça qu'il a été conçu de telle sorte que dans le pire des cas, ça soit aussi fiable qu'un ballon sonde normal. Et puis, ça peut servir sur des ballons, mais il y a aussi d'autres personnes qui, elles, envoient plutôt des fusées amateurs et qui pourraient être aussi intéressées. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il y a vraiment des applications sans limite à partir du moment où on a vraiment prouvé que ça fonctionne. Merci beaucoup, Johan, pour cette présentation. Ça nous a apporté une petite touche d'espace sur ce plateau. Bonne continuation pour la suite. À mon avis, vous êtes bien partis, vous, pour votre avenir professionnel. Voilà, on n'a pas le temps de passer au bon plan, mais on se retrouve très rapidement sur ce plateau pour d'autres expériences et d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.